En direct d'une cuisine, j'avais mis de la musique rock pour que tu déhanches ta tête. Moi, je suis en direct de ma cuisine. On est les deux. J'ai reçu ça cette semaine, là. C'est quelqu'un sous le couvert d'anonymat, il m'a écrit: Vous êtes les deux meilleurs. Toi Ah ouais. pour les gars, puis Marie-Ève pour les filles. Fait qu'ils ont dit, imaginez si il sortait un enfant de cette union-là, il serait juste le meilleur de partout, mais malheureusement, c'est ça, on s'en tient. On Ça s'en tient marchera pas. on est très professionnel. Marie-Ève, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Il fait -20 chez toi. On n'a pas le choix d'en parler. On commence avec le sujet un peu triste. On a perdu un de nos amis. Moi, j'en ai parlé sur mon podcast, Oui. donc je vais te donner le temps d'en parler et de dire comment tu vas te souvenir de Martin Achard. Moi, j'ai connu Martin sur les réseaux sociaux. Ça fait moins longtemps que toi, Laurent. Tu sais, toi, tu en as parlé amplement sur ton podcast. Vous aviez une relation différente. Vous connaissiez un petit peu plus et tout. Moi, c'est vraiment, j'ai connu Martin sur les réseaux sociaux. Ça fait pas si longtemps que ça. Martin est décédé. Martin Achard est décédé dernièrement. Ça fait à peu près un mois, hein, Laurent? Quelques Ouais, semaines, là. ça doit. À peu près 3 semaines, 3 semaines, un mois. non, mais je pense que c'est le 1er janvier, on est le 26, fait que ça fait Ouais. 25 jours. On sait, il s'est enlevé la vie, on sait qu'il était malade. C'est un grand, grand passionné de boxe qui était impliqué dans toutes sortes de trucs. Il jasait avec plein de gens sur les réseaux sociaux. Il était dans le groupe Passion Boxe. Il y avait un site web. Il connaissait, c'était un archiviste, pas un archiviste, mais un historien de la boxe. Vraiment, c'était sa passion, toute l'histoire de la boxe, récupérer les vieilles photos, se rappeler des combats, de certains détails dans les combats que peut-être juste lui se rappelait. Pourquoi je voulais en parler? Mais parce que je voulais juste lui rendre hommage, comme plusieurs lui ont rendu hommage. Ça a été un des premiers à suivre 120 secondes au tout début, quand ça a commencé. Il était content. Puis, il était content pour nous autres, pour la boxe féminine aussi. Il m'écrivait, il m'envoyait toutes sortes de petits trucs qu'il trouvait, des archives de boxe féminine. Il fouillait pour moi un petit peu. On discutait. Et je trouvais que c'était une belle personne. C'était un vrai passionné là, dans tous les sens du terme. Puis je voulais simplement lui rendre hommage. Puis aussi passer le message que sa famille voulait qu'on passe. Si les gens ont des problèmes, s'ils ont besoin de parler, s'ils ont des idées noires, 1-866 appelle. Ça existe. C'est l'Association québécoise de la prévention du suicide. Je voulais juste passer le message avant qu'on parle de boxe. Lui, il serait content qu'on parle de boxe. C'est tout ça qu'il aime. Puis je vais juste souhaiter, s'il nous entend quelque part, qu'il ait accès à des bons combats, là, douillés, là. Tu sais, peut-être les regarder avec du monde comme Ali puis Hagler. Tu sais. Mais peut-être qu'en haut, il y a d'autres fédérations de boxe, puis là, mais il est comme un enfant d'un plat de bonbons. Puis le numéro que tu viens de donner, là, le 1-866 appel, on peut même, tu sais, des fois, les jeunes sont moins portés à parler. Tu peux même envoyer des messages textes. Je pense que c'est de 4 heures à minuit le soir, puis on va te répondre en texto. Puis hier, c'était la journée Belle Cause, puis j'ai vu vraiment là, des milliers de personnes que, tu sais, dans ma tête, moi, je suis un peu, des fois, je suis vieux, là, puis là, je me dis, hey, cette personne-là, elle a l'air tellement forte. Puis là, je voyais, il y a 2 ans, j'ai téléphoné. Il y a 3 ans, j'étais allé chercher de l'aide. Moi-même, je suis déjà allé chercher de l'aide. Fait que, tu sais, c'est la vraie force, c'est d'être capable d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. C'est pas de faire l'inverse puis de ne pas y aller en pensant qu'on est plus fort puis s'embourber. Puis Martin Achard, tu sais, moi, je te disais, cette semaine, il est arrivé des affaires en boxe. Puis là, j'ai encore le vieux réflexe parce que, tu sais, des fois, là, quand c'est trop pointu, tu sais, exemple, le mieux Benavidez, il y a un appel d'offres, ou tu sais, d'Andrade monté à 168, là, ça va faufiler peut-être un boxeur québécois. Il y a juste à Martin Achard qui pouvait en parler. Tu sais, il avait la même folie que moi de tout fouiller. Puis là, des fois, je me ramasse quasiment orphelin parce que je me lève, il arrive une histoire. Avant, j'en parlais à Martin Achard. Puis là, on rigolait, puis on fouillait de notre côté, chacun de notre côté. Puis là, je ne peux plus faire ça. Des fois, je suis pris tout seul dans ma folie. Puis Martin, il y a une chose qu'il faisait, puis là, je te l'ai donné le truc il y a un mois, je pense.
d'aller chercher. Puis toi, tu es parfaite parce que toi, tu es trilingue, OK? Tu n'as pas de limite à part s'ils commencent à nous trouver des adversaires, mettons, européens, mais je ne serais pas surpris que tu apprennes d'autres langues. Fait que Martin Achard, lui, il avait c'était toujours cette bonne idée-là d'aller parler aux adversaires. Tu sais, il a parlé à Samson Lukovic, qui est devenu son ami, le gérant de David Lemieux. Il avait parlé à Darnell Boone quand Pascal avait affronté Kovalev. Et là, c'est ça que tu es en train de faire, de donner aussi la parole aux adversaires, parce qu'on oublie là, qu'en boxe, d'un combat de championnat du monde, il faut être deux. Hein? C'est comme ça qu'on vend des combats. C'est comme ça qu'on vend des combats. C'est quand on rend l'adversaire intéressant, puis là, il y a des rivalités qui se créent, puis on met ça en lumière. Tu sais, c'est intéressant. C'est plate, un combat où les deux parties, il n'y a pas d'interaction entre les deux parties avant. Moi, j'aime ça un peu mettre en lumière. Puis surtout, des adversaires chez les femmes, on les connaît moins souvent. Alors, ça donne des opportunités d'aller découvrir ce qu'ils aiment, ce qu'elles aiment et tout ça. C'est vrai que Martin, ça l'intéressait, ces affaires-là aussi. Ouais. Ah oui, puis tu as raison sur le point, tu sais, quand on parle des adversaires, je vais donner l'exemple proche de moi un peu, Martine Vallière-Bisson, quand elle a battu Lindsay Garbett avec 13 jours de délai, moi, dans ma tête, ça va tellement être injuste si personne n'en parle. Tu sais, c'était une fille qui s'était battue en championnat du monde, c'était un gros défi, c'était monter 3 marches à la fois d'ailleurs, monter plusieurs marches à la fois, ça va être plusieurs de nos sujets d'aujourd'hui. Oui. Puis là, je me disais, il faut qu'on en parle. Puis Martin aidait beaucoup à ça parce qu'il couvrait la boxe d'un bout à l'autre. Fait qu'on va le remercier, puis on va lui dire salut Martin. Oui, puis ceux qui veulent voir le mémorial de la boxe sur Google, vous allez voir tous ses travaux. Ouais. Je dis travaux parce que quand il écrivait un profil de boxeur, il pouvait prendre 40 heures de recherche. Là. Je l'ai vu aller sur les archives nationales. Puis dans les galas, il était tellement calme et réservé, mais autant que quand il voulait aller chercher l'information, il allait appeler aux États-Unis. Je l'adorais, puis je pense pas qu'il va être remplacé. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas remplaçables. Cette semaine, on part avec notre premier sujet. Cette semaine, on a appris... Moi, je vais te poser la question parce que tu l'as rencontré, tu as fait une entrevue avec elle. Yesenia Gomez aurait, je ne sais pas trop compris, parce que toi, là, tu m'as surpris, parce que là, tu as sorti l'extrait comme quoi c'était reporté. Le journaliste de Radio-Canada a sauté là-dessus pour faire un texte. On se dit, il a vu ton Twitter là, passer. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il a complété l'information que moi, je n'avais pas. Mais là, Yesenia Gomez, elle se retire du combat contre Kim Clavel pour possiblement une date qui va être reportée. Là, moi, je te dis ma théorie avant de t'entendre là-dessus. Kim s'est retirée avec une blessure qui était obscure au bas du corps parce qu'elle a joué ça comme les joueurs de hockey. Est-ce que Gomez, elle s'est dit, au moins un petit pépin, je vais y remettre l'appareil, puis là, c'est la COVID dans son entourage ou à elle, c'est un peu nébuleux? Ça a l'air d'avoir été des histoires entre promoteurs, puis entre avocats, puis entre agents, OK? Il s'est passé de quoi? On sait que Yvon Michel avait annoncé que ça allait être reporté au 11 mars. Il devait donner une compensation à Yesenia Gomez parce qu'elle avait fait un camp d'entraînement à Mexico. Il devait y avoir, je ne sais pas, il y a eu des glitches quelque part. Il devait rester 90 jours après la date du 17 décembre, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas envoyer Kim, exemple, à Trois-Rivières. Le promoteur de Yesenia Gomez, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quand même un certain temps, lui a dit « Arrête tout ça, le combat n'aura pas lieu. » Ce n'est pas encore annoncé, mais le combat n'aura pas lieu. Il y a des enjeux contractuels, il y a des pépins. Ça, je ne peux pas rentrer dans les détails. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai non plus, parce que c'est des histoires de promoteurs. Mais elle a arrêté de s'entraîner tout court. Et ça fait à peu près 3 jours. Là, aujourd'hui, on est jeudi le 27, pour ceux qui vont l'écouter un petit peu plus tard, le podcast. Elle m'a dit hier, j'ai su il y a 3 jours que le combat allait avoir lieu finalement. Alors, moi, je considère que comme je suis la championne, j'ai droit à un camp d'entraînement de 8 semaines complet, plus la date, plus la semaine de voyageage et de combat. Est-ce que tu as dit voyageage? Oui, ça ne dit pas, hein, voyagement, il faudrait que je dise. Toi qui es si bonne en français en plus. Oh, mais j'aime ça des fois, inventer des mots. Ça fait partie de mon charme. Bref, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé selon elle. Donc, elle commence à planifier son camp d'entraînement seulement là parce qu'elle vient d'apprendre. Et le contrat n'est pas encore signé. C'est ce qu'elle m'a dit hier. Je n'ai pas reçu
le nouveau contrat avec la nouvelle date. J'ai pas reçu, là, elle me parlait de sa compensation. Il reste des choses à faire avant de signer. Puis elle partira pas en camp d'entraînement tant qu'elle n'a pas un contrat signé en bonne et due forme parce que ses camps d'entraînement sont toujours à Mexico. C'est ce qu'elle m'expliquait. Puis, alors, c'est ça. Elle s'attend. Yvan Michel a annoncé le mois de mai sans donner de date. C'est ça qu'ils ont annoncé hier. J'ai 3 sous-questions pour toi. Vas-y, pour vrai, ça bouillonne dans ma tête, là. Question numéro 1. Yesenia Gomez, c'est une Mexicaine. Je ne sais pas comment elle gagne sa vie, mais c'est péjoratif un peu la manière que je vais le dire, mais elle a vraiment les moyens de se priver de l'argent, de la belle argent canadien comme ça. Elle va être bien rémunérée ici. Elle a une machine autour d'elle, Yesenia Gomez. C'est pas qu'elle est riche. C'est la question que je voulais savoir. Est-ce qu'elle est seule ou elle a les... Elle a une machine autour d'elle, elle a un promoteur, un agent. Elle, c'est un peu la fierté de sa région, Quintana Roo. C'est la première championne de sa région, la région de Cancun, dans le fond. Et elle s'est toujours battue régionalement. Elle a un gros fanbase. Elle a des commanditaires. Elle a des appuis. Alors, bon, maintenant, elle est à temps plein là, mais je ne sais pas si elle a... Je ne sais pas c'est quoi son salaire. Alors, clairement, ce n'est pas des gros salaires. Elle ne s'est jamais battue à l'extérieur. Ça va être la première fois. Je vois dans ma tête comment je le vois. C'est quand une fille qui est au Mexique, qui a, je pense, à peine 25 ans, met la main sur une ceinture de championnat du monde. Dans ma tête, elle veut la monnayer. Puis, on va dire, c'est partout pareil dans le monde. Là. Quand quelqu'un qui, entre guillemets, n'aurait pas dû être champion, met la main sur une ceinture, il va la monnayer. Elle avait une fille, je pense, de 15-6. Est tombée un peu championne, ça a dû genre, la surprendre elle-même là, quand elle est arrivée avec l'opportunité. Elle m'a parlé de ça hier en entrevue, comment ça s'est passé. Écoute, elle a écouté l'entrevue, puis là, boum, elle doit vouloir monnayer. Mais moi, ma question, je vais te poser 2 questions en une. Est-ce qu'il y a un danger que soit Kim trouve un autre championnat du monde ou que Yesenia trouve une autre façon de monnayer puis que ce combat-là fait juste glisser sous le tapis? Il y a un risque que le combat tombe à l'eau, c'est sûr, tant qu'il n'y a pas de contrat de signé. Je n'ai pas senti Yesenia Gomez si enthousiaste. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais elle se fie beaucoup à son agent et à son promoteur local. Alors, elle va suivre ce qu'on lui dit de faire de ce côté-là. Elle doit sûrement avoir un mot à dire aussi en tant que championne. Là, pour le camp d'entraînement, c'est elle qui a dit, moi, le 11 mars, il n'y a pas question, j'ai une date ultérieure pour telle raison. Maintenant, oui, ce combat-là pourrait glisser, pourrait facilement déraper. C'est elle qui a le gros bout du bâton. On a tendance à l'oublier parce que le combat est ici, puis que c'est Yvan Michel qui sort le cash d'une certaine manière. Mais ça reste que... Je sais pas, moi, je suis pas d'accord, mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'ils ont le même bâton dans les mains, tu sais, un à l'argent, puis l'autre à la ceinture. Fait que, oui, c'est ça exactement. Le mariage est parfait, décide, c'est ça. Tu sais, c'est la WBC, hein. Tu peux décider de ne pas affronter ton aspirant obligatoire puis étirer ça bien longtemps en WBC. C'est pas comme dans d'autres fédérations. Alors, à suivre, allez voir l'entrevue. Je l'ai sous-titrée en français à la sueur de mon front. Ça m'a pris 3 heures à faire ça. Est-ce que je ne sais pas si tu as vu qu'il y a des fois, quand on commence à mettre des liens sur YouTube, il y a des compagnies qui nous offrent de sous-titrer nos affaires, mais je pense que ça coûte entre 2 et 3 piastres c'est très cher. La minute. Genre, on n'est pas millionnaire. Et là, je vais te... Prochain sujet, il est en bas d'écran pour le public, mais je vais te lire une citation que j'ai notée. Une dénommée Savannah Marshall déclare... Et c'est étrange que Emma Cousin m'a refusé plusieurs fois. Continue d'assommer des non, continue de ne pas knocker tes adversaires avec tes poings en oreiller et on se verra plus tard cette année. Je résume un peu, mais je traduis un peu, mais hey, ça c'est drôle parce que, tu sais, je vais donner l'exemple de Errol Spence ou Terence Crawford. Quand les deux se battent, tout ce qu'on a dans la tête, c'est il est où l'autre? Là? On va aller faire une entrevue avec. Là, on s'entend. On va la regarder, Claressa Shields, parce que c'est la meilleure au monde, puis c'est une prodige, mais c'est Savannah Marshall qu'on veut. Là. On patiente, mais parle-moi de Emma Cousin et parle-moi du combat. Est-ce qu'on va avoir un combat? Oui, bien, Emma Cousin contre Claressa Shields, c'est un très bon match-up. Emma Cousin est une bonne boxeuse. C'est vraiment un combat qui est d'un calibre intéressant. OK? Emma Cousin, c'est une fille qui est invaincue. Elle a 21 victoires. Aucune défaite, un match nul. C'est la championne WBC intérim.
Elle a quand même affronté Chris Nemus, qu'on connaît bien au Québec. C'est son plus gros défi. Donc, des grosses pointures comme Clarissa, elle n'en a pas vraiment affronté. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable d'amener Clarissa à la limite, parce que Clarissa n'est pas une cogneuse de puissance, comme on le sait. Elle frappe fort, mais elle n'offre pas ses adversaires. Donc, moi, je pense que c'est quand même intéressant comme combat. Maintenant, on s'entend que c'est un combat qui met la table à ce qu'on veut vraiment voir. Savannah Marshall contre Clarissa Shields. Puis effectivement, il y a de la rivalité dans l'air. Des couteaux volent bas sur Twitter. Comme tu dis, Savannah Marshall n'arrête pas de répondre à Clarissa Shields, qui, elle, dit que Savannah, c'est pas une bonne boxeuse. L'autre, il dit que tu n'es pas capable de knocker tes adversaires. Donc, qu'elle s'est fait fuir par Emma Cousin parce qu'Emma Cousin avait peur de Savannah Marshall, mais qu'elle a affronté tout de suite Clarissa Shields, qu'il faut réfléchir pourquoi. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y en a qui disent de Clarissa Shields présentement qu'elle court après les titres vacants. Il y a plein de choses. Clarissa Shields, ce qu'il faut comprendre, puis Savannah Marshall, les deux filles dérangent d'une certaine manière. On en entend beaucoup parler présentement. Clarissa Shields, quand elle parle, on dirait que ça va chercher la corde sensible d'une partie des fans qui ne sont pas capables de l'aimer, de l'apprécier, parce qu'elle se trouve si bonne, elle se traite de GOAT, Greatest Women of All Time, mais ça va rester un... Tu sais, Emma Cousin, c'est une étape, là. Clarissa devrait passer Emma Cousin, et le prochain combat devrait être contre Savannah. C'est ça, le plan match. En plus, Shields et Cousin a lieu en Angleterre. Là, elle s'en va direct chez Savannah Marshall. Mais je pense que Clarissa Shields est née trop près de la maison de Floyd Mayweather. Puis elle a appris rapidement que Floyd, en se faisant détester, il a fait beaucoup plus d'argent que tous les autres boxeurs. Floyd, un boxeur technique que les gens auraient pu sous-payé parce que c'était un technicien, en se faisant détester, ma grand-mère dirait il y a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Fait que je pense que Shields, elle roule sur cette stratégie-là. Puis ça m'a fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur Twitter cette semaine, s'il faut qu'elle batte Savannah Marshall, les gens vont la bloquer sur Twitter. Ça va être effrayant de la regarder parler. Mais moi, je trippe quand même sur Shields, là, les réalisations. Puis Cousin, je veux t'en parler, parce qu'elle a seulement 23 ans. C'est une petite jeune. Imagine, là, elle va aller chercher l'expérience. Probablement qu'elle ne se fera pas arrêter. Puis après ça, on va s'en parler parce que les 154, il se passe de l'action. Ce que Cousin va probablement être capable de faire 154 dans l'avenir. Fait qu'on va s'en reparler, mais tu sais, c'est une fille à 23 ans qui va probablement faire partie de plusieurs de nos prochaines émissions. Le Cousin n'est pas gênant. Là, je vais te parler sur mon podcast, j'ai dit que c'était ma préférée. J'ai eu un appel après, mais je l'aime bien. Léla Baudouin, l'inactivité était un peu longue, mais Léla va affronter Monica Selene Alcala, une fille de 5 victoires, une défaite. J'haïs pas le calibre de l'adversaire pour un combat de retour parce que le plus important, je dis ça souvent, là, mais si en boxe féminine, ça va 2 fois plus vite qu'en boxe masculine parce qu'il y a 2 fois moins de monde. Fait que si Léla pouvait simplement gagner ses 3 combats de 2022, pour moi, elle passe Noël avec un classement. Fait que je veux que tu me parles du match-up, puis je veux que tu me parles de où tu vois Léla dans cette division-là. Puis, tu sais, je sais pas, Léla, on a le droit de le dire, là, si tu calibres Canada, si tu pourrais-tu faire un petit tour à l'international? Moi, j'ai hâte que ça débloque. On a besoin d'en savoir plus sur ce que le lait est capable de faire parce que jusqu'à maintenant, les adversaires n'ont pas toujours été au niveau. C'est difficile de jauger. Là, celui-là, cette fille-là, Monica Selene Alcala, c'est vraiment un match-up intéressant. C'est une prise de risque aussi parce qu'après une inactivité aussi longue que celle de Léla, souvent, on se dit, on va t'amener un adversaire de tune-up, un tune-up fight ou quelque chose comme ça. Elle, c'est pas du tout ça. On a l'impression qu'Eye of the Tiger a un plan tout d'un coup pour Léla. Je sais pas si c'est la touche Mark Ramsey, je sais pas du tout, mais cette fille, Monica Selene Alcala, c'est une fille qui est issue du programme mexicain Chica Box, un programme que je suis assidûment sur les réseaux sociaux. C'est un programme qui appuie les jeunes boxeurs
boxeuses mexicaines de talent, les aide à trouver des commandites, leur donne de la visibilité, etc. Donc, cette fille-là, elle est issue de ce programme-là. C'est rare qu'on trouve de l'info sur les adversaires, surtout après des adversaires, comme on dit, de tune-up. Ici, c'est là qu'on voit que c'est pas une adversaire de tune-up, parce qu'il y a quand même une petite machine, c'est quand même mais une petite machine derrière cette fille-là, avec Chica Box. Moi, j'ai vu, entre autres, sur la page Facebook de Chica Box, qui ont parlé de Leila Baudouin. Ils essaient donc de ramasser des commanditaires pour qu'elle ait vraiment tout son appui quand elle va se déplacer ici le 19 février. La machine est enclenchée. Ça va être un bon défi pour Leila. La fille, elle a une fiche positive contre des adversaires corrects. Je regardais aussi contre qui elle s'était battue. Elle s'est battue contre des filles qui avaient un niveau de débutante ou même niveau qu'elle, à peu près, quelques combats. À l'œil, c'est un match-up qui est bien correct. Là. Ouais. Mais je vais te dire pourquoi tu as l'impression qu'on n'est pas dans les adversaires de tune-up et qu'on est dans une progression normale, même si Leila était inactive. C'est que Leila a travaillé dans la restauration, puis c'était tout le temps fermé, comme tu as vu. Oui. Mais moi, j'ai des espions, puis Leila, il faut qu'elle s'occupe, OK? Leila a travaillé en gymnase comme tu n'as aucune idée. Elle est prête, elle est top shape. Genre, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, on est énormément écoutés, mais elle était à Montréal en fin de semaine pour passer la journée avec Maïva à ma douche. L'expérience rentre de côtoyer une championne du monde. Fait que Leila, il est prête à tous les sacrifices. Un aller-retour pour côtoyer une championne du monde en auto, là, il n'y en a pas de problème, on va mettre de l'essence puis on va y aller. Puis là-bas, elle rentrait au gym le matin puis elle sortait le soir. Fait que Leila est dans la condition physique de sa vie, oui, même si elle n'était pas dans le ring dans la dernière année. C'est pour ça, probablement, que les gens autour d'elle ont accepté ce genre d'adversaire. Je lui souhaite un minimum de 3 combats cette année, qu'elle pourrait gagner un combat avec une bonne progression. C'est comme ça que les Européennes font présentement. Hein? Des filles qui ont une fiche similaire à Leila, les promoteurs européens à la Matchroom, etc., à la Boxer, vont essayer de les pousser 3 à 4 fois par année à se battre contre des adversaires qui vont en progression. Hein? C'est une progression. Je devrais l'avoir en entrevue, Leila, en tout début de semaine. Ça va être sur la page YouTube. On va en parler de fond en comble, puis on va essayer de découvrir c'est quoi ses plans pour l'année. Et ici, j'aimerais rappeler que Marie-Ève Albert est workaholic. Et là, on a parlé d'adversaires tantôt. C'était quoi? Comment on appelait ça? Prendre 2 marches à la fois. Moi, je vais te dire une affaire. Quand j'ai appris que l'adversaire de Marie-Pierre Roule, qui s'appelait Simona Eperisida, quelque chose. Simone Aparecida da Silva. Exact. Elle avait été se battre à Calgary, puis elle avait essayé de jouer un tour avec son visa canadien. J'étais content, parce que ça ne me plaisait pas tant que ça, une fille qui avait passé sa carrière à 119 livres. Je trouvais ça bizarre. Mais là, ça a forcé Yvon Michel à aller chercher une boxeuse qui n'est pas une boxeuse de 6 rondes, qui est une boxeuse qui est rendue à 8 et 10 rondes. Mais là, je vais tout de suite de mon commentaire personnel et j'ai appelé Marie-Pierre Roule plutôt pour lui dire Yamila Esther Reynoso, premièrement, prends son box-rec, sa fiche, puis pitch-moi ça dans les airs. Faut pas que tu sais pas, la fiche n'a rien à voir. C'est une fille qui, quand elle est venue ici affronter Marie-Ève Dicker, elle avait 21 ans. Mais les Mexicaines, ils ne protègent pas leurs fiches, puis ils ne protègent pas souvent le délai qu'on tantôt t'appelait, le délai de faire un entraînement complet de 10 semaines. Fait que probablement qu'elle a fait des combats serrés, qu'elle a pris à la dernière minute contre des filles beaucoup plus âgées. Mais la Yamila Esther Reynoso, qui est venue ici contre Marie-Ève Dicker à 21 ans, si elle a progressé, parce qu'aujourd'hui, elle est rendue à 25 ans, on va avoir un combat parce que le report fait que là, elle a un camp d'entraînement qui a du bon sens. Ah oui, absolument. Ça va être un vrai combat de boxe. Tu sais, comme tu disais, Da Silva, c'était pas un bon choix d'adversaire, à mon avis. Principalement à cause de sa catégorie de poids de prédilection. C'est une fille qui s'est beaucoup battue chez les Supercoques, qui a peut-être monté à 135 livres au gros maximum dans sa carrière. Et là, on lui demandait de faire un step-up pour aller à 147 livres contre Marie-Pierre Roule. Moi, en partant, je trouve ça un peu risqué. La fille se battait en MMA à 130 livres le 15 janvier. Rappelons-nous que le combat devait avoir lieu le 22. J'ai vu Marie-Pierre Roule en personne. C'est ça. C'est
elle a des cuisses, là. Puis C'est ça, elle a ça aurait des été bras. risqué. C'est ça, ça aurait été risqué. Il y a Miette Esther Reynoso, là, faut le dire, on l'appelle la petite machine, c'est son surnom, la maquinita. OK? La petite machine, là, déjà en partant, elle a une fiche gagnante. Elle est super bien classée Boxrec. OK, je comprends sa fiche, mais elle est quand même dans les tops chez les 154 Le livres. 7e. Ouais, c'est ça, elle est bonne, là. Puis, juste de voir contre qui elle s'est battue, puis contre qui. Donc, regarde, c'est une super welter naturelle, là, mais elle s'est battue contre Layla McCarter, Chris Nemus. Elle s'est battue contre Erika Farias. Elle s'est battue contre Amanda Serrano. C'est des filles, tu sais, elle a de l'expérience en masse. Puis, Et là, je rappelle que tous les noms que tu as nommés, elle n'a jamais été ébranlée, elle n'a jamais été au tapis contre ces jamais. noms-là. Si Et contre Marie-Pierre Lanoc, là, ça va être un statement majeur parce qu'une Serrano n'a pas été capable. Tu sais, les comparables, hein, quand on dit les comparables sont importants ici. Contre Marie-Ève Dicker, c'est un combat sur 10 rondes. Ça aussi, ça va être intéressant de voir comment une fille de 10 rondes, sachant qu'elle boxe sur 6 rondes, puis elle n'a jamais été ébranlée contre des 154. J'ai hâte de voir est-ce qu'elle va condenser son énergie puis vraiment y aller dans du haut volume en se disant j'ai pas de 10 rondes à faire. De toute façon, je sais que j'ai l'énergie pour 10 rondes. Il ne faut pas oublier que Marie-Pierre se bat aussi le 25 mars, puis elle devrait avoir aussi un gros Ouais, défi. mais là, j'y ai parlé. Là. Puis l'objectif, c'est le 24. Il va arriver ce qui arrivera. Puis je vais chercher la victoire, puis on s'assoit le lendemain matin. C'est le 25. On recommence. Absolument. Ouais. C'est ça, quand tu as 2 dates, ça peut être très, très tentant de penser déjà loin. C'est ça, c'est important pour son mindset. Ce que tu as dit quand tu lui as parlé, là, c'est bien de l'entendre parce que parfois, quand on a plusieurs dates déjà de rentrée, puis on le sait, elle doit savoir qui s'en vient là, le 25 aussi. Là. Mais on sait comment elle s'appelait, c'était la Canadienne. C'est Candy Wyatt à la base. Mais finalement, elle a été suspendue 6 mois. Ils sont de plus en plus pointilleux avec les suspensions suite à un KO. Mais ce que je voulais dire, c'est quand cette fille-là, Yamila Esther Reynoso, est venue au Québec contre Marie-Ève Dicker, il y avait déjà un buzz des journalistes. Il y avait beaucoup de journalistes sur place au casino. Je me rappelle, j'étais là. Puis tout le monde avait 98, 92. On y avait donné 2 rondes assez francs. Puis les juges, il y en a juste un qui a donné 98. Mais c'est une fille qui a gagné des rondes contre Dicker. Puis moi, je vous le dis, le danger, c'est que celle qui avait 19 ans contre Namus, puis 21 ans contre Dicker, c'est pas la même qui a 25 ans. Puis on n'est pas la même personne entre 19 puis 25. C'est juste qu'au Mexique, c'est ça le danger. C'est que les gens perdent des combats à 17 ans. Puis là, on voit la fiche, puis on voit, elle est 9-6. Mais oui, mais elle en a perdu 6. Elle en a perdu 6 à l'âge où elle ne pouvait pas boire aux États-Unis. C'est ça. Souvent, ils n'ont pas de carrière amateur ou presque pas, puis ils font l'apprentissage en début de carrière pro. Ils commencent jeunes, ils apprennent sur le tas, comme on dit, en boxant. Très important de mentionner que ce combat-là va être sur RDS. Je le dis parce que c'est une opportunité que tout le monde va avoir de regarder un Moses de bon combat de filles sur la télé. La plupart des gens ont ça, ces chaînes généralistes-là de sport. Il ne faut pas manquer ça. Ça va être vraiment intéressant. Vous allez avoir l'opportunité de connaître mieux le style de Marie-Pierre puis de voir jusqu'à où elle peut aller contre une adversaire qui est vraiment de calibre pour la télé. C'est un match-up parfait pour la télévision, selon moi, ça. Ça va faire un combat très, très enlevant. Je m'attends à du volume, je m'attends à toutes sortes de choses. Je m'attends à voir une Marie-Pierre boxer différemment peut-être de ce qu'elle a déjà boxé aussi parce que probablement que ça va être plus long que les combats qu'elle a déjà eus, là, qui étaient très courts, ou qui avaient des knockouts peut-être rapides ou des knockdowns. Là. Ici, ça va être plus intense que ça. J'ai vraiment hâte. Et possibilité d'un grand statement, comme je dis, si elle réussit à knocker cette fille-là, qui n'a jamais été knockée par des filles comme Serrano, ça va payer dans les comparables un jour. Moi, je vais te surprendre, là, mais je vois le knockout un peu être impossible contre cette fille-là. Mais simplement de battre la fille qui est 7e sur le BoxRec dans la division au-dessus, pour moi, il y a quelqu'un qui classe Marie-Pierre dans un top 5. Une des 4 associations. Après ça, ça peut aller très vite. On en parlera plus tard parce que ça se peut que cette division-là n'ait plus de championne bientôt. Je m'attends à un ménage dans la division. Début chez les lightweights pour Terry Harper qui affrontera Heather Hardy. Ça, c'est 2 noms que tu nous parles souvent. Et là, ils vont être une contre l'autre.
On se rappelle que Terry Harper s'est fait knocker contre Alicia Baumgartner l'année passée chez les Super Plumes. Elle a perdu sa ceinture WBC, si je ne me trompe pas. Et on se demandait si elle allait activer sa clause de revanche contre Alicia Baumgartner. Les deux sont signés chez Matchroom. C'était possible. Finalement, Steffi Bull, le coach de Terry Harper, a annoncé en grande pompe qu'elle montait de catégorie. Elle s'en va dans la catégorie de Cathy Taylor, donc chez les légers. On s'entend, elle va être à 135 livres, donc, et son combat d'initiation, c'est une fille qui a 25 ans, hein, on n'oublie pas, là, Terry Harper, c'est une petite jeune, on pense tout le temps que non, mais c'est une petite jeune. Son combat d'initiation va être contre la vétérane Heather Hardy, celle même que Jessica Camara avait battue l'année passée de façon magistrale aux États-Unis et qui a initié, dans le fond, toutes sortes de belles choses pour Jessica Camara par la suite. C'est un très intéressant match-up. Ce que je me pose comme question, est-ce que c'est trop tôt? Parce que j'ai l'impression parfois, je ne sais pas, Laurent, ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'une fille de 25 ans comme Harper, OK, qui a tout eu en fast track d'une certaine manière, a eu rapidement une ceinture, a eu beaucoup de gros combats, elle vient de se faire knocker solidement contre Baumgartner après une absence d'1 an où elle n'a pas eu de tune-up fight, 2 fractures à la main, pas une, avec une tige de métal et tout. Là. C'est la tige de métal qui a fracturé la deuxième fois. Alors, c'est des blessures sérieuses, pas de tune-up fight, on l'envoie contre Alicia Baumgartner, elle se fait knocker, on la monte de catégorie, on l'envoie tout de suite contre Heather Hardy, qui, même si c'est en fin de carrière, que c'est pas une cogneuse de puissance, ça reste une bonne boxeuse, qui est capable peut-être de faire mal paraître une Terry Harper qui serait un petit peu plus dans l'insécurité. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi penser de cette manière de gestion-là. J'ai l'impression qu'on veut tout de suite la positionner haut dans les classements, mais en même temps, si elle subit une défaite ou qu'elle gagne, mais de façon limite, ordinaire, je pense que ça pourrait vraiment affecter le reste de sa carrière parce que tu reviens de 2 blessures majeures plus un knockout sévère et là, tu montes de catégorie, tu n'es pas capable de performer tout de suite. Tu as 25 ans. Je ne sais pas, j'aurais peut-être fait un combat peut-être plus facile pour, d'une part, voir où elle en est psychologiquement après ce knockout difficile qu'elle a eu contre Baumgartner, pour voir où elle se positionne avec sa nouvelle catégorie de poids. Puis après ça, je l'aurais amené vers un combat, peut-être avec un top 10 ou quelque chose comme ça. C'est mon opinion, mais ça vaut ce que ça vaut. Ben, c'est quand même l'opinion d'une experte. Là, moi, je m'étais caché 2 sujets. Là. Tu veux que je les place quand? Parce que moi, j'aimerais ça m'élancer avec un sujet. Tu veux parler de Natasha Jonas? Non, j'ai Non, 2 même pas. sujets. J'ai 2 sujets. Vas-y, lance-les. OK, Natasha Jonas qui monte d'à peu près 6 catégories de poids pour affronter Eva Piatkowska. Tantôt, j'ai fait un petit call à Marie-Ève Dicker pour lui dire hey, regarde, il va en avoir une championne à la WBO. Puis elle m'a dit j'ai couru après pendant 3 ans cette Piatkowska-là parce qu'elle, je ne sais pas si tu as lu sur elle, j'avais fait un peu. Oui, je la connais quand même. J'avais fait un peu exprès. Elle, c'est une actrice en Pologne, genre, elle fait du théâtre et tout. Fait qu'elle était championne des 154, mais elle ne prenait pas ça si au sérieux. Fait qu'elle ne voulait pas affronter personne, dont Dicker ne voulait pas l'affronter. À un moment donné, elle a dit OK, je prends la boxe au sérieux, je vais boxer à 140 maintenant parce que j'ai le temps de m'entraîner. Et là, je ne sais pas qu'est-ce que la WBO avait derrière la tête, mais ils ont pris une fille de 135 qui évoluait à 126. Ils en ont pris une autre qui disait publiquement que c'était une 140. Puis là, ils ont dit boum, vous allez vous battre à 154. Pour le ceinture vacante WBO en plus. Je sais que les femmes peuvent jouer avec leur poids à la boxe plus que les hommes, mais là, quand même, je trouve qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère morte. Puis pas juste ça, va voir les nouvelles pointures qui se sont rajoutées dans la catégorie depuis les 5, 6, 7 dernières semaines. Là, on se ramasse avec des Raquel Miller qui sont classées tout d'un coup chez les 154 livres. Là, ils viennent de mettre Jonas, qui monte de 3 catégories de poids, 2e sur BoxRec en partant en arrière de Marie-Ève Dicker. Je trouve ça assez particulier, mais en tout cas, c'est de même que ça marche chez BoxRec. Il ne faut pas trop se poser de questions. Mais ça reste qu'il y a d'autres filles qui pourraient peut-être... Il y a vraiment d'autres filles qui sont sorties de leur inactivité. On disait que c'était faible il n'y a pas si longtemps, la catégorie du 154. Mais là, tout d'un coup, les bonnes filles sont sorties de leur inactivité et le top 10 commence à être drôlement intéressant. L'adversaire de Marie-Pierre Houle, justement,
on revient, et tu es classé top 10 dans les 154 livres. Alors, moi aussi, je me pose des questions. Fait cocasse, Ewa Piatkowska, la polonaise, elle fait aussi des concours de slap fighting, de claques dans la face. Ça a communément l'air que c'est bien appelé payant en Pologne. de claques sur la marboulette. Si ma mémoire est bonne, puis là, je suis mêlé dans mes dossiers, mais Jonas était venu au Québec, puis elle avait affronté sur une carte de Kim Clavel. Je pense qu'elle avait gagné en un round, mais là, je me trompe-tu? Je m'en rappelle plus. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas de ça se peut, mais je m'en rappelle pas. Mais Natasha Jonas, ça va être une petite 154 livres. Sincèrement, Oui, c'est donc bien bizarre. je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ce move. Elle est signée chez Boxer depuis peu. Elle s'est pas encore battue. Je sais pas, je comprends pas, mais une chose est sûre, Marie-Ève Dicker va regarder avec attention ce combat-là parce que si elle souhaite le 154 livres unifié, ça va ramener une nouvelle face. Il n'y aura plus juste Patricia Bergu ou notre amie Anna Rankin. Ça va être probablement Madame la Polonaise Piatkowska ou Madame Jonas l'Anglaise. Jonas, elle a 37 ans. Oui. Puis là, c'est qu'est-ce qui est arrivé, genre, ça a-tu un problème au rein, puis son docteur, il a dit, tu peux plus faire de coupe de poids. Puis là, elle se dit, bon, je me promène à 148, je vais me battre à 154, je vais pouvoir manger du gâteau. Genre, j'arrive pas à comprendre ça. On avait l'impression qu'elle pourrait peut-être monter. Temporairement à 147 livres pour affronter McCaskill. Ça se parlait, ou peut-être dans un catchweight. Mais là, tout d'un coup, ça a surpris tout le monde, cette affaire-là. En tout cas, à suivre. Mais moi, je te dis, je trouve ça bizarre comme match-up. Je suis très curieuse en même temps de voir ce que ça va donner comme spectacle. C'est sur une carte de Boxer, donc ça va être présenté sur Fight TV et sur Sky Sports. C'est sûr que moi, j'ai de la curiosité, mais je ne suis pas enthousiaste. Je suis intéressée quand même, mais pas enthousiaste face à ça. À suivre. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on... Si t'es Marie-Ève Dicker, je veux dire, toi, mettons, je suis un homme conseillère de Marie-Ève Dicker. Moi, je courais après Rankin. Non, mais est-ce que il n'y a pas de problème à affronter la gagnante entre Jonas et Piatkowska? Marie-Ève est quand même une boxeuse technique. Piatkowska est quand même aussi une boxeuse technique. Ça ferait un bon combat contre Piatkowska. Je ne suis pas sûre que ça ferait un bon combat contre Jonas. Mais tout est possible. Oui, ça pourrait être. Si Marie-Ève veut unifier à 154, il va falloir qu'elle affronte une de ces filles-là, à moins que Patricia Bergu ou Anna Rankin passent avant et ramassent la ceinture. C'est ça aussi. Qui va courir? Qui va l'avoir en premier? Là, c'est mon erreur. Là, j'avais vu à la place Belle à Laval Nicolas Adams. Je me suis mêlé avec les deux parce que les deux, leur prénom commence par N. Puis là, ça a fait un tiroir dans ma tête et je me suis mêlé. Sandy Ryan va affronter Erika Annabelle Farias, c'est ça? Hey, c'est gros, ça. Mais ça, là, c'est vraiment gros. C'est pas sauter une marche, ça, c'est sauter l'escalier au complet. C'est incroyable. Matchroom a un plan. Matchroom a vraiment un plan pour Sandy Ryan. Puis là, on le voit. On le savait déjà quand ils l'ont signé qu'elle était une chouchou. Ils lui ont donné des adversaires. Bon, c'est sûr que son début pro, c'était contre Christy Bavington. C'était une bonne adversaire pour son début pro. C'était pas une adversaire simple. C'est une bonne boxeuse. Ensuite, elle a eu des adversaires plus faciles. Sandy Ryan. On se rappelle d'Alexandra Vujovic, entre autres, le knockout. Ça reste que c'est une adversaire assez facile à affronter pour une fille comme elle, qui est une cogneuse de puissance. Là, il l'amène en partant contre Erika Annabella Farias, ancienne championne du monde. Une fille qui s'est battue contre... a fait la limite contre Michaela Mayer, a fait la limite contre Jessica McCaskill 2 fois, elle s'est battue contre Cecilia Brækhus, Delphine Pearson, elle s'est battue contre Melissa Hernandez à son prime. On y amène vraiment une pointure. C'est une fille qui est encore classée top 10 dans une catégorie qui est différente. Par contre, là, Farias va monter pour se rendre, si je ne me trompe pas, pour arriver à la catégorie de Sandy Ryan. Peut-être qu'elle va monter d'une ou deux catégories. Ça va être un très, très beau combat à regarder. Selon moi, ça va être spectaculaire. Sandy Ryan, elle dérange beaucoup présentement. Je te dirais que c'est la fille qui dérange le plus. Tout le monde essaye. Elle a une personnalité un peu, je dirais, piquante. Elle essaie d'aller piquer. Et ça affecte. Elle sait très bien qui va répondre.
puis elle sait très bien comment ils vont répondre. En ce sens-là, elle se vend très bien. C'est pas une fille qui va serrer la main de son adversaire à la pesée. Hein, si l'adversaire tend la main, elle n'attendra pas la main. Elle reste droite, elle est stoïque. Mais sur les réseaux sociaux, elle pince puis elle mord. Présentement, là, parce que moi, je ne ferai pas croire que je la connais, là, mais je sais c'est qui, mais je ne la connais pas comme intimement comme toi. Ma question, c'est est-ce qu'elle a les réalisations, l'expérience amateur pour se lancer dans les 3 marches à la fois? Oui, c'est une très bonne boxeuse amateur qui a une bonne carrière amateur solide. C'était une étoile amateur déjà en Angleterre. Elle n'a pas gagné la médaille d'or olympique, on va dire ça de même, mais elle a en masse de bagages, elle affronte en masse de bonnes filles. En ce sens-là, elle est capable. Présentement, c'est ça, comme je disais, là, il y a le Jessica McCaskill là, qui la pique un peu, qui est tout le temps en train de la teaser. Son coach, plutôt McCaskill, là, est conjoint. On parle de McCaskill, on va en parler, mais je veux dire, depuis quand qu'une championne unifiée pique des 3-0, là, je veux dire, c'est quoi son problème? Veux-tu passer chez les super légers? Hey, là, quel lien je viens de faire? Hein? Ben, elle le dit pas, puis elle le dit en même temps. OK? McCaskill, elle cherche des opportunités, son coach surtout. C'est pas elle qui parle. Hein? C'est tout le temps Rick Ramos qui parle, son coach, agent et conjoint. Hein? Il est tout ça en même temps. Fait que Rick Ramos, il parle beaucoup. Il a tweeté quelque chose la semaine passée qui a effacé pas longtemps après. Mais moi, j'ai eu le temps de le voir. T'as-tu capturé l'écran? Non, j'ai pas eu le temps, puis j'aurais dû. Mais écoute, il disait une affaire du genre, il disait que McCaskill s'ennuyait vraiment chez les welterweight et qu'il était peut-être le temps de laisser ses ceintures de côté et de descendre. Alors, on parle d'une fille qui est à 147 livres, qui pourrait s'en aller à 140, catégorie de Sandy Ryan, catégorie où Jessica Scamara s'est battue contre Kelly Reese il n'y a pas longtemps. On sait très bien que stratégiquement parlant, ça peut être un move payant parce que si tu laisses tes ceintures, mais que tu as tout de suite une promesse de combat contre la championne du tournoi Road to Undisputed, qui a aussi 6 ceintures, tout est possible. Ça serait quoi, Chantel Cameron ou Kelly Reese? Ça pourrait faire un très, très bon combat. Mais elle peut descendre à 140 puis remonter après à 147. Là, elle peut faire ça. C'est assez malléable des associations. Sauf qu'elle court aussi après la gagnante du combat qui est annoncé aujourd'hui d'Amanda Serrano contre Cathy Taylor. Combat qui va avoir lieu le 30 avril. Alors, déjà, en partant, là, on voit que Rick Ramos est en feu. Depuis que ce combat-là est annoncé, là, on dit que c'est le meilleur combat de l'histoire, le plus grand combat de l'histoire chez les filles. Là. Et là, Rick Ramos s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est historique? Puis Jessica casserait la gueule à Cathy Taylor. On s'entend que Jessica McCaskill s'est déjà pris contre Cathy Taylor, puis elle n'y a pas cassé la gueule. Là. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est Taylor qui a gagné contre McCaskill, mais on dirait que là, on voit qu'il y a des plans de descendre. Il veut descendre probablement 140, peut-être en 130. 140 proche du 135. Je sens que le défi est là. Ça fait longtemps que McCaskill, ça va faire 1 an et demi, 2 ans qu'elle a battu que Cecilia Brækhus, avant la pandémie, je pense. Il n'y a pas beaucoup de défis présentement en 147. Ça s'en vient, ça pousse. Mais des vrais gros défis, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de boxeuses. Tandis que là, il y a du hype. Il y a un hype en 135, il y a un hype à 140 à cause du Road to Undisputed, à cause du combat de Serrano à 135 contre Cathy Taylor. Moi, je pense que McCaskill va se laisser tenter et je crois que d'ici la fin de l'année, le 147 livres va être vacant. Alors là, ça devient peut-être intéressant. Je pense que je viens de trouver le pendant féminin à mon ami Régis Lévesque parce que là, pendant que tu me nommais tous les noms, j'ai hâte de voir tous ces combats-là. Tu as réussi à me vendre tous les combats puis les noms à peu près en 2 minutes. Tu as de la graine de promotrice. Tu devrais être promoteur, hein? Je pense que oui, mais là, on va faire le lien. C'est pas dans nos sujets tellement la nouvelle est fraîche. Oui. Cathy Taylor va affronter Amanda Serrano le 30 avril prochain sur DAZN. Et moi, je pense que tout est là pour avoir un grand combat. Pourquoi? Pour avoir un grand combat, il faut vraiment que tu me mettes 1 et 2 ou 1 et 1 de 2 divisions ensemble. Autre chose, il faut que les 2 boxeurs, je ne peux pas établir de favoris.
Puis Non. Cathy Taylor, malgré tout son palmarès, elle a eu des combats de 96-94, puis quand les filles, l'autre bord, sont très bonnes aussi. C'est pas la première fois qu'elle va se frotter à quelqu'un qui sait boxer. Puis Cyrano, oui, elle monte de catégorie de poids. Fait que moi, en tout cas, tout est là pour que, avant la cloche, je ne sais pas vraiment qui va gagner, mais je sais que j'ai les deux meilleurs devant moi, puis j'ai juste envie de dire merci la vie, j'ai ce combat-là. C'était très attendu. Écoute, comme tu dis, la table est mise pour quelque chose de big, de grand. Amanda Serrano, portoricaine, combat au Madison Square Garden, rempli de portoricains. Hein? Il va y avoir du portoricain là-bas, incroyable. On le voit avec Berlanga en finale, on l'a vu avec Cotto pendant des années. Les portoricains envahissent New York. Cathy Taylor, irlandaise, même affaire. La communauté irlandaise de New York, puis les Irlandais qui voyagent parce que les autres, ils voyagent pour Cathy, là. Ils la suivent où ce qu'elle va. Ça va être, puis c'est le Madison Square Garden, c'est pas le Hulu, là. C'est le gros Madison Square Garden qui est réservé. C'est la première finale féminine d'un gala boxe de l'histoire au Madison Square Garden. C'est historique de A à Z. C'est un combat de millionnaires aussi. On sait que Matchroom le présente en collaboration avec la nouvelle promotion de Jake Paul. Ils ont réussi à donner des salaires très intéressants aux deux pugilistes. Ça va être trippant. Moi, j'y vais, là, je te dis tout de suite. C'est sûr que j'y vais. Je ne sais pas si je vais obtenir ma passe médiatique, mais je vais m'acheter un billet au cas où, en backup. Si j'y vais. Je te l'ai dit, le truc pour avoir ta passe médiatique, tu dis que tu me connais. Mais, ouais, j'ai hâte. Puis en plus, tu parles des Irlandais. Moi, le combat que j'ai comme le plus trippé, puis je montais le son sans arrêt, c'était quand Ricky Hatton avait affronté Floyd Mayweather. Il y avait des tambours dans la foule. Les Irlandais, ils arrivent, ou les Anglais, ils arrivent avec leurs tambours. Ils commencent à boire un peu trop tôt le matin, puis ils chantent tout le long du combat. Ça va être la folie. T'as raison, Porto Rico à New York, ça va être quelque chose. Je te souhaite d'être accrédité, mais. Puis, si je peux accréditer, je vais avoir mon billet en backup. Les billets commencent à 56$ US, c'est pas trop pire. Je vais m'acheter un petit billet là, en backup, juste pour dire que j'assiste à ça parce que c'est quelque chose. Tu vas pouvoir mettre ton manteau sur le siège vide. Oui, c'est ça. Et ça, c'est le genre de combat. Ça, c'est le genre de combat qui va te coûter cher parce que tu vas vouloir le chandail. Tu vas vouloir le programme officiel. C'est quand même. Non, mais c'est un morceau. Historiquement, moi, je trouve ça très gros. J'en ai vu des combats féminins, mais là, tu as raison à cause du buzz. Moi, quand Taylor affrontait Delphine Person, je voyais ça comme immense. Mais là, on est comme x10 sur le marketing. Puis Jake Paul a bien des défauts, mais j'ai l'impression qu'il va être capable de médiatiser un combat de boxe. Je crois qu'ils vont réussir à remplir un Madison Square Garden. J'ai hâte d'avoir la sous-carte. Je m'attends qu'il y ait au moins un autre combat de filles ou deux sur la sous-carte. Entre autres, celui peut-être, mon sujet suivant, Franchine Cruz-Dezern contre Ellen Cederroos. Ouais. Non, ça, c'est dans 2 sujets. Mais là, on est déjà rendu à beaucoup de minutes, mais j'avais envie de te poser la question. On va faire ça vite en 30 secondes. On revient sur la scène locale. Avec Kim Clavel qui est déplacée, Marie-Ève Dicker qui n'a pas d'adversaire le 11 avril. Ouais. Moi, je pourrais te nommer Martine Vallière-Bisson est taillée au couteau. Elle s'entraîne 2 fois par jour. On a parlé de Léla tantôt, mais c'est sûr que dans une autre compagnie. Jessica Camara, Maïva Amadouche qui est pas loin d'ici, à Villeray, je pourrais aller la rejoindre en métro. Me semble qu'on serait dû là, pour une carte entièrement féminine. Puis pourquoi pas le Centre Bell? Je pensais à ça matin, je jouais au matchmaker dans ma tête. Puis là, je me disais, bon, Camara, c'est en quart de finale, ça fait. Puis là, non, je disais, pourquoi pas Maïva, Camara, Dicker. Là, je calculais tout ce qu'on a sur l'île de Montréal. Marie Spencer, je dis, on pourrait te faire une maudite belle carte. On pourrait faire une coupe de début pro en même temps. Il y a tellement des filles qui attendent leur chance. Là. Les Sarah Couillard de ce monde, là, ils attendent toute leur chance. Les Sabrina Aubin, Mathilde Baraillé. On pourrait faire vraiment comme une belle carte, mais ça n'arrivera pas. Sauf que ça serait vraiment trippant. J'y ai vraiment rêvé. Puis mon idée, c'était, OK, écoute bien comment c'était révolutionnaire. Les Ring Girls, c'était des gars dans ma tête. On virait le jeu à l'envers, là, puis c'était moi en maillot de bain entre les rondes.
Mais j'avais pensé à ça, mais non, juste pour dire à quel point on a de la qualité. On n'aurait même pas pu y rêver à ça il y a 5 ans. Puis aujourd'hui, on pourrait faire une carte. Puis je pense qu'on aurait beaucoup de succès à la guérite. Ça serait vraiment le fun à vendre aussi. Jamie Mitchell, hein, comme on voulait parler. Ouais, Jamie Mitchell. Un jour, on fera une émission spéciale sur le ouais. Québec. Oui, ça serait bien. Jamie Mitchell, qui va défendre son titre la première fois. Oui, c'est vrai. Elle va défendre son titre à Phoenix, si je ne me trompe pas. Puis, elle va affronter Carly Skelly. Je trouve que c'est un drôle de choix. Je voulais juste le mentionner. C'est pas que c'est pas une bonne fille. Carly Skelly, elle a une fiche. Tu sais, elle a une petite fiche. C'est une fille de 35 ans. C'est quand même une bonne boxeuse. Sauf que je trouve qu'il y a beaucoup de Mexicaines qui sont bien meilleures qu'elle, qui auraient pu être plus intéressantes dans un combat, surtout que le combat va avoir lieu aux États-Unis. C'est Matchroom qui l'organise. Hein? Et je trouve ici qu'on manque une occasion peut-être de préparer Jamie Mitchell à un gros combat. Parce que dans la catégorie à Jamie Mitchell, les coqs en 118 livres, si tu regardes le BoxRec, le top 10, tu as à peu près 5 ou 6 filles qui sont des Mexicaines. OK? Qui sont des Mexicaines. Il y a Dina Torlund au top. Puis après ça, tu as quasiment juste des Mexicaines, dont, entre autres, Paulette Valenzuela qui a affronté Ségolène Lefebvre, un paquet d'autres. Il y a Seth Noriega. Il y a plein d'autres filles. Il y a plein de filles mexicaines dans le top 20 tout court. Je pense qu'une fille, justement, comme Yacette Noriega ou Isis Vargas, des Mexicaines, au style de boxe mexicain, aurait préparé une Jamie Mitchell, mettons une défense optionnelle. C'est des filles qui ne sont pas classées nécessairement top 10, mais qui ont un bon style mexicain, auraient préparé Jamie Mitchell à affronter une fille de ce type-là, parce que veut pas, ça va finir par arriver. Les filles au top sont toutes mexicaines, à part Dina Torlund. Alors, moi, je ne comprends pas le choix de Carly Skelly, si ce n'est que parce que c'est une des chouchous de Matchroom, puis Matchroom a décidé d'amener une Anglaise se battre sur une carte aux États-Unis. Je trouve pas que c'est le meilleur match-up. Si je te dis un secret, penses-tu que ça va se rendre à Jamie Mitchell? Jamie Mitchell, c'était la boxeuse préférée de Sarah Couillard. Puis Sarah Couillard, quand elle est allée à Las Vegas pour le combat de son conjoint, elle voulait mettre les gants avec Mitchell parce que je pense que ça se côtoyait dans le gymnase. Puis là, tu sais, ils ont dit, on peut t'organiser ça, mais on va t'avertir. Il n'y a pas plus désagréable que Jamie Mitchell. Fait que là, la pauvre Sarah, sa boxeuse préférée, elle apprenait que c'était pas la plus facile à côtoyer, mais elle fait la job entre les câbles. Et ça, je ne sais pas si je t'ai supposé le raconter, mais ça va passer. Tu l'as dit, il est trop tard. Une des boxeuses que... Tu sais, moi, quand je l'ai vu, là, moi, je me trompe, là, mais Franken Cruz de Zern, elle a affronté... c'est contre elle que Clarissa Shields a passé pro? Yes. Bon, quand j'ai vu ça, là, j'ai fait comme c'est donc bien triste parce que vu que Shields est tellement bonne que c'est comme un extraterrestre, là, je me suis dit, Franken Cruz de Zern, ben, elle peut pas être championne, mais elle est vraiment bonne elle aussi. Tu sais. Puis là, j'ai fait comme, tu sais, elle est calibre championne, c'est juste qu'elle affronte la meilleure de tous les temps. Là, ils vont unifier les ceintures contre Hélène Zereda. Ça veut dire qu'au moins, elle est devenue championne quand même, mais c'est juste qu'elle ne pouvait pas toucher à Shields, mais quelle bonne boxeuse. Je l'adore. Je capote dessus, moi, Franchen. Autant les deux. Hélène Cederos, Franchen Cruz-Dezern, j'adore ces boxeuses-là, moi. C'est des boxeurs. Franchen Cruz, il y a des filles, là, les filles de Women Fight News cette semaine ont fait un petit sondage. Ils ont mis 10 filles boxeuses, puis ils ont dit si tu avais à choisir 2 filles pour te défendre dans la rue, lesquelles tu choisirais? Moi, j'ai choisi Franchen Cruz-Dezern. Avec Amanda Serrano, j'ai dit c'est mes 2 filles. C'est des filles tough. Écoute, les deux, c'est des filles tough. Il ne faut pas oublier que ce combat-là d'unification, parce que les deux ont chacune 2 ceintures. OK? Donc, ça va être un combat d'undisputed aussi. Donc, Cederos en a 2, Franchen Cruz-Dezern en a 2. Ça devait être en sous-carte de Cambozos contre Lopez, ça, sur la carte de trailer d'origine. Ça a été reporté, je ne sais pas combien de fois. Ça a été annulé, je ne sais pas combien de fois. Et je trouvais ça tellement dommage qu'un combat pour Undisputed n'avait pas lieu. J'attendais assidûment une date. Là, les deux filles ont signé avec Matchroom et ça va avoir lieu au printemps. Je m'attends, Laura, à ce que ce soit en sous-carte de Serrano Taylor. Ça, c'est moi, c'est mon désir, c'est ce que j'aimerais. Et je pense que ça pourrait se faire puisque Franchen Cruz-Dezern est américaine, donc elle est déjà sur place. Il suffirait d'amener Hélène Cederos et le combat d'origine devait avoir lieu de toute façon aux États-Unis.
ça pourrait faire une belle sous-carte de Serrano Taylor au Madison Square Garden, d'avoir un combat pour Undisputed de 2 filles. Et c'est faisable parce qu'elles sont chez Matchroom. Et c'est Matchroom qui va présenter l'événement. Je m'attends à ça. J'ai hâte d'en attendre parler. C'est un peu triste, hein, la perte de temps qui a été causée par Alejandra Jiménez, là, qui avait perdu 90 livres, mais on a appris qu'elle était pas mal sur le stock, puis là, c'est devenu un autre contest. Je trouve ça plate, moi, comme l'autre, Franken Cruz Desert, dans ce combat-là, elle s'est défendue du mieux qu'elle pouvait avec la perruque dans le coin du ring, mais elle affrontait quelqu'un de saucé. Là. C'est ça. Des fois, là, quand on apprend des affaires de même, après, on comprend des choses. Hein? On comprend des choses. Mais elle frappait ça à 2 mains. Ça va être un combat vraiment intéressant. Puis comme ça va être sur 2 zones, c'est ça que je trouve excitant. La dernière fois que Franklin Cruz Desert s'est battu, c'était sur la page Facebook de je ne sais pas trop quel lien. Puis c'était même pas sur la carte, c'était après la carte principale. Je pense que c'était Golden Boy. Est-ce que tu te rappelles contre qui? Même pas. Ashley Curry. Ah oui, ça doit être ça. Ashley Curry a affronté Marie-Ève Dicker et je sais de source sûre qu'à 30 secondes de la fin du combat, c'était un combat nul. Parce que Ashley Curry est tough sur un moyen temps. Une autre qui n'a pas protégé sa fiche, elle est pleine de tatous, est arrivée ici, les cheveux grimpés dans les airs contre Dicker. Et Dicker a passé une combinaison d'enfer à la fin du 6e. Et là, elle est allée chercher un combat de 4-2. Possiblement un des 2 ou 3 combats les plus difficiles de Marie-Ève Dicker en carrière. Puis tu vois, Ashley Curry, elle a fait la limite avec... mais justement, avec Franken Cruz Desert, il y a des filles tellement tough avec des fiches de 500. Incroyable. C'est tellement... La boxe féminine, c'est peut-être tellement plus loin que regarder les fiches au BoxRec. Il ne faut vraiment pas faire ça. Il faut vraiment apprendre à connaître les boxeuses. En parlant de boxeuses à connaître, Dina Torlund, Estelle Mosley. Mais Estelle Mosley, on la connaît parce que c'est une championne olympique. C'est la championne olympique des Jeux de Rio. Le couple en or. Ben, le couple, c'est terminé. Ça n'existe plus. Mais maintenant, elle fait cavalier seule. Elle est plus avec Tony Yoka. Mais Estelle Mosley, elle avait de la misère à avoir des combats à l'extérieur de la France. On se demandait il n'y a pas si longtemps si elle allait faire un cycle olympique pour faire les Jeux de Paris. On se demandait plein de choses. Là, elle vient de signer avec Probellum. Et tout de suite, on lui donne un combat. Contre une très bonne boxeuse, Yanina Lescano, une boxeuse argentine qui est vraiment bien cotée pour un combat de championnat IBO. Elle a la ceinture IBO qu'elle a déjà, Mosley. Ça va se passer à Dubaï le 18 mars. Écoute, Probellum, il niaise pas avec la POC. Et je trouve ça intéressant. C'est le premier combat. Ça va être la première finale féminine au Moyen-Orient aussi. Donc, quand on dit qu'il y a des premières qui vont se faire, on parlait de Serrano tantôt contre Taylor, première finale féminine au Madison Square Garden. Ici, on va avoir la même chose. Il va y avoir un combat de ceinture pour l'IBO, mais première finale féminine au Moyen-Orient. Alors, Estelle Mosley contre Yanina Lescano, la boxeuse. Très tough boxeuse, Yanina Lescano. C'est pas un pied de céleri. Les gens vont pouvoir la découvrir. Et c'est ça. Probellum, avec toutes ces ententes partout, va être capable de sortir les boxeurs et les boxeuses qu'on voit moins de leur pays pour les amener. Puis c'est un peu ça que je veux aussi qui se passe avec Dina Torlund, l'autre boxeuse qui ont signé, qui pour moi, des poids coqs dans le 118 livres, que j'adore comme boxeuse, mais qu'on peut jamais voir boxer parce qu'elle boxe toujours au Danemark, toujours sur des cartes locales en pay-per-view. C'est vraiment difficile à accéder, c'est pas présenté à nulle part. Je suis très contente de ces 2 signatures de Probellum qui commencent à signer des filles, puis ils ont tout de suite signé des pointures, des filles qui sont capables de boxer. En les sortant, ça va devenir intéressant. Je voulais juste le mentionner, j'étais contente de ces 2 signatures-là. Torlund, là, c'est une habituée des listes pound for pound depuis plusieurs années. Tu sais, les gens qui sont des connaisseuses comme toi ou des connaisseurs ou les sites comme celui que tu as nommé tantôt ont beaucoup Tina Torlund en haute estime. J'ai 2 autres questions. Le site que tu as nommé tantôt, là, c'était, je ne sais pas si tu as remarqué, ils ont fait un top 10 livre pour livre et ils ont mis en dessous. C'était pas upcomer, mais c'était mention honorable comme, et il y avait Kim Clavel dans la liste. Donc,
Kim Clavel, on dirait que tout le monde l'a dans la tête, tu sais, à travers le monde. Ils attendent Ouais. juste qu'elle ait le titre pour, boum, on va la mettre 9e livre pour livre. Puis j'ai une question pour Estelle Mosley. Elle finit pas ses adversaires par KO. Non. Elle a trimé dur à son dernier combat. Est-ce qu'en France, tu sais, ils sont difficiles en France. Ils ont été tough avec Yoka. Ils sont tough encore avec Yoka. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour Mosley ou Ouais. ils sont moins durs? Non, c'est difficile. C'est difficile. Puis en France, quand tu es en France, que ton promoteur est français, tu as tendance à faire juste des combats français, franco-français, comme Maïva Amadouche me disait. Et le public est très. Même sur Yoka, présentement, le public lâche pas. On parle de Makhmoudov ici où les gens sont difficiles. C'est rien à comparer à Tony Yoka, là, ce qui subit là-bas, là, les commentaires. T'as raison, Yoka va affronter quelqu'un qui parle français. Je pense que c'est un Camerounais qui s'appelle Martin Bacol. Ils vont beaucoup essayer de chercher du franco-français ou du francophone. C'est comme ça qu'ils vendent leur combat, mais pour avancer, il faut que tu ailles chercher d'autres types d'adversaires. Tu ne peux pas rester à même ton pays tout le temps. C'est correct un bon combat local, des fois. Ça vend bien, ça vend des billets. Tu sais, puis j'ai tout le temps en tête Simon Keane qui est capable d'attirer foule à Shawinigan, puis tout ça, quand on parle de gars local qui va se battre chez lui devant sa foule. Mais parfois, il faut que tu sortes de chez toi pour pouvoir, ou que tu amènes quelqu'un de haut calibre chez toi aussi, qui n'est pas nécessairement francophone, qui va peut-être moins faire vendre de billets à court terme parce qu'il n'est pas capable d'exprimer, mettons, ses besoins ou sa rage ou de teaser en français. C'est pas grave, il faut ça. Puis Estelle Mosley est rendue là. Elle a besoin de sortir de la France. Elle a besoin d'affronter quelqu'un d'autre que des Français. Elle le faisait quand elle était aux amateurs. Elle avait du succès. Mais à un moment donné, tu vas stagner si tu restes franco-français ou européen de l'Est. Je dis / européen de l'Est parce qu'en Europe, on voit beaucoup ça. Tu vas te chercher des adversaires européens de l'Est qui sont des journeywomen, qui viennent pour le chèque de paye et qui ont beaucoup de défaites et qui se battent à peu près. Tout le monde se bat avec les mêmes filles, hein, tout le temps. C'est pas comme ça qu'on va grandir. Mais elle a trimé dur contre Verena Kaiser. C'est pour ça que c'est une Allemande. J'ai hâte de voir la suite des choses. Je ne sais pas si tu as remarqué comment je suis relax. D'habitude, là, quand je te parle, j'ai travaillé ou quelque chose, mais là, je commence 5 semaines de vacances avec toi. Je pourrais faire une émission de 3 heures. C'est le monde qui vont peut-être lâcher en plein milieu. Ouais, on est rentré à 1 heure, 2 minutes déjà. Les gens vont lâcher, là. Faut couper. Là, on a fini nos sujets, mais c'est clair. Je pense qu'on va se parler aux 3 semaines et demie au lieu d'un mois. Comme ça, on va faire 13 épisodes par année. Mais de toute façon, on va suivre l'actualité. Abonnez-vous aux pages de Marie-Ève qui est une travailleuse compulsive. Les entrevues sortent toujours. N'importe quoi. Non, tu as tout le monde en entrevue. Tu vas avoir tout le monde en entrevue. Tu sors les scoops. Les journalistes de Radio-Canada se connectent sur toi pour faire leur métier dans l'après-midi. C'est Marie-Ève Albert. L'année 2022 t'appartient. Abonnez-vous. On va le prendre. Abonnez-vous, ça c'est vrai, parce qu'en vous abonnant, ça nous permet de grandir aussi, hein, d'avoir plus de visibilité, partager les publications, ça nous aide aussi. Ça nous motive. Oui. Donc, 120 secondes sur YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spreaker, t'es partout. Et merci d'avoir été là. Ça fait plaisir.